bonjour à tous. En ce dimanche 18 novembre, la semaine a été marquée, entre autres, par les manifestations anti-austérité à la Louvière, mais aussi ailleurs, par la présentation du pacte de majorité à la Louvière, par les assemblées générales chez Duferco et NLMK. Pour évoquer ces sujets, mais aussi d'autres, j'ai demandé à Olga Zriön, sénatrice, vice-présidente du PS et députée wallonne, de nous rejoindre avant de discuter avec mon invité. Je vous propose de voir ou de revoir la séquence faite par Michel Hayet et qui était consacrée à la manifestation à la Louvière mercredi dernier. Dès 9h, les militants ont commencé à se rassembler place communale. De l'autre côté de la ville, à l'entrée de Duferco NLMK, ce sont de sources policières plus de 1600 manifestants qui sont partis en cortège pour rejoindre les nombreux manifestants de la place communale. C'est dans le plus grand calme que les travailleurs du secteur public et privé ont continué leur cheminement jusque la place Mansart. Une manifestation de protestation contre les mesures d'austérité. Avec les nouvelles mesures que le gouvernement veut prendre, c'est encore une fois notre index qui va être touché. On a su trouver des milliards pour les banques encore une fois en moins de 2 jours. Et malheureusement, le problème qu'il y a, c'est qu'on va encore venir chercher cet argent-là dans la poche des travailleurs. Il faut qu'on montre qu'on n'est pas d'accord et qu'on se batte pour garder nos droits surtout, c'est important. Et pour nos enfants surtout. C'est vrai que la vie est très chère en ce moment et que même en travaillant en deux, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Si les adultes d'aujourd'hui semblent être prêts à assumer l'austérité, c'est l'avenir des enfants, voire des petits-enfants, qui préoccupe le plus grand nombre. Nous, les anciens, nous avons encore eu le bonheur, même si elle est petite, d'avoir une pension et de quoi manger et se soigner. Mais je ne sais pas ce qu'il en sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Et alors je suis ici avec tout mon comité fédéral pour leur montrer aux jeunes que nous sommes là, que nous pensons bien à eux. J'ai 3 fils, c'est surtout pour eux qu'on est ici. Je pense que mes collègues du même âge que moi, ils sont là, ont aussi des enfants du même âge que les miens. Donc c'est important surtout pour eux. Nous qui sommes proches de la pension, c'est pas vraiment notre gros problème, quoique, mais nos enfants vont souffrir énormément de cette crise. Et la crise, vous la sentez au quotidien? Oui. Je ne vais pas dire au quotidien, mais depuis les 3-4 dernières années, il y a une perte de pouvoir d'achat. Ça se marque. Et mois après mois, les mois sont de plus en plus difficiles à clôturer. Et c'est important d'être là, il faut faire changer les choses. Et puis évidemment à la Louvière, le gros du cortège était occupé par les travailleurs de Duferco NLMK. Toute l'usine était là aujourd'hui. C'est important que tout le monde soit là parce qu'on est tous concernés chez NMLK et chez Duferco. On est tous concernés et il n'y a pas de protection. Par exemple, il y a des gens qui ont 30 ans, 20 ans, 10 ans qui sont là. Il n'y a aucune protection, on est tous dans le même bateau. Olga Zriön, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, très clairement, à quoi ça sert une manifestation comme ça? Ah non, c'est très très important. Je veux dire, si les gens acceptaient tout ce qui se passe sans bouger, ce serait extrêmement inquiétant. Une manifestation, c'est d'abord le fait que les gens réagissent face aux décisions qui sont prises à la fois au niveau européen, mais parfois aussi au niveau national. C'est clair que la situation que nous vivons, qui est quand même, il faut le dire, c'est le résultat d'une spéculation financière scandaleuse. Ce n'est pas un problème économique au départ, donc on est en train de payer quelque chose qu'on n'a pas généré. Oui, mais la manifestation était destinée à qui? À l'Europe? Au gouvernement belge? Mais je pense que pour ceux qui sont dans la rue, elle est destinée à tous ceux qui, à un moment donné, touchent à leur pouvoir d'achat, à la qualité de vie, et surtout sont en train d'obérer, de poser un problème pour la jeunesse de demain. On a quand même dans cette région un taux de chômage extrêmement important. On a des entreprises qui sont en grande difficulté, pas seulement à la Louvière, mais aussi dans les environs. Il faut qu'on fasse très attention aux choix qu'on fait et à la manière dont on le fait. Alors, on a lu dans différents quotidiens, et j'aimerais vous poser la question. On a vu que vous étiez dans la manifestation. Vous êtes une femme politique. Il y avait aussi Colette Burgeon. Votre parti fait partie du gouvernement wallon, du gouvernement fédéral. Est-ce que c'est la place d'une femme politique d'être dans une manifestation qui, en fait, râle sur l'austérité qui est mise en place par les pouvoirs politiques? En ce qui me concerne, moi je suis d'abord une citoyenne. J'ai toujours été dans tous les combats et dans toutes les luttes et j'ai toujours été présente aux côtés des entreprises, des travailleurs et dans les endroits où les choses étaient difficiles. Donc je me sens absolument à l'aise là-dedans. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, en tant que députée wallonne, je maintiens ce combat de manière totalement différente. Je suis à chaque fois sur tous les dossiers que dirige Marcourt et en particulier sur tous les dossiers des entreprises, que ce soit BOC, que c'était du Rebord, maintenant c'est NMLK, du Ferco, mais ça a été aussi dans tout ce qui s'est passé de Soigné à Lessines. Mon combat, il est parlementaire, donc je ne suis pas au même
niveau de travail que les syndicats qui défendent directement les droits des travailleurs. Mais j'ai aussi une responsabilité politique qui est celle de voir de manière beaucoup plus globale quelles sont les nécessités qu'a la Belgique à un moment donné de se positionner aussi au niveau européen. C'est vrai que les décisions sont dures et c'est vrai qu'elles ne sont pas celles que l'on pourrait attendre. Il y a un enjeu global dans ce rôle-là, je suis une parlementaire qui continue à vivre avec les citoyens de la Louvière et de ma région. Alors on a enregistré cette émission vendredi, le budget n'était toujours pas ficelé au niveau fédéral. Certains économistes commencent à dire que l'austérité n'est pas la bonne solution. Vous partagez leur avis? Mais on l'a dit avant. Elio Di Rupo est arrivé en disant l'austérité n'est sûrement pas la meilleure manière de lutter contre la crise. On a demandé la croissance, on a demandé la relance. Il a fallu attendre que François Hollande arrive aussi au pouvoir pour que les choses commencent à être entendues chez Merkel et chez d'autres. Donc bien sûr qu'on est convaincu que l'austérité n'est pas la meilleure solution et on a eu peut-être un peu de chance. Le fait de ne pas avoir de gouvernement, parce que ça aussi on l'a oublié, on n'a pas eu de gouvernement pendant 540 jours, nous a peut-être permis d'éviter de véritables catastrophes que les autres pays ont été obligés d'exécuter. Nous avançons doucement, nous avançons à notre rythme. Je rappelle que la Belgique s'en sort relativement bien. Ce n'est pas le cas pour les gens, je suis d'accord. Mais pour la Belgique, sur le plan international, on s'en sort relativement bien comparé à d'autres. Oui, ce qui ne va pas, ça ne va pas réconforter les 600 personnes qui risquent de perdre leur emploi chez Duferco et NLMK. Ça. On est d'accord que pour le quotidien, ce n'est pas la réponse et ça ne satisfait personne. La question maintenant, c'est de savoir comment on avance demain avec les obligations que nous avons au niveau européen, parce que nous sommes inscrits dans une zone dite de transition, ça veut dire qu'on aura encore une aide européenne. Il faut que l'on puisse réduire cette dette. Je rappelle qu'avant le début de la crise, on était arrivé à 85% de dette. On était parti de 135. Donc c'est clair que la dette, c'est véritablement ce qu'il faut réduire pour que les jeunes générations ne soient pas en train de payer ce que nous avons généré. Comment le faire? Il faut que tout le monde participe. Et là, j'insiste, il faut que tout le monde participe, mais surtout une certaine catégorie de personnes qui est à l'origine de la crise. Oui, mais on entend bien, Laurette Onkelings, vous parlez des banques et des plus riches, mais on ne voit rien arriver. Les mesures qui sont prises, on peut maintenant rapatrier à nouveau l'argent qu'on a mis à l'étranger, pardon. Est-ce que votre discours est entendu? On a un Premier ministre socialiste, mais est-ce que sa voix est entendue? On a l'impression que le VLD, qui n'a pourtant aucun poids ou quasiment aucun poids au niveau national, est plus entendu que Elio Di Rupo. Ils font des effets d'annonce, hein. Ça a toujours été le cas, que ce soit la NVA, le VLD ou d'autres. Ils adorent la presse. Notre travail, il n'est pas là. Notre travail, c'est vraiment de faire des évaluations avec les impacts immédiats sur les gens. Donc c'est clair que sur le niveau de l'index, et ce saut d'index, on a dit non, et je pense que la position restera ferme jusqu'au bout, parce que c'est du pouvoir d'achat, c'est du quotidien pour les gens. Mais la TVA aussi, la montée de 21 à 22%, et là, ça touche de la même façon celui qui est smicard et celui qui est très riche, parce que c'est 1% de plus mais que tout le monde. Ce n'est pas vraiment un de nos atouts. Nous, ce qu'on demande, c'est une cotisation peut-être de crise, pour ceux qui ont des salaires beaucoup trop élevés et qui ont des revenus, pas seulement des revenus de salaire, mais aussi des revenus mobiliers et immobiliers. Simplement, le rapport de force est là. Je pense qu'effectivement l'Open VLD est très clair. Je voudrais bien savoir ce que d'autres partis sociaux sont en train de faire. Je les trouve un peu timides sur la question. Je parle d'autres partis qui, normalement, certains sont encore au balcon, d'autres sont dans le gouvernement. Je trouve que quand même, on devrait avoir... Vous parlez du CDH, très clairement. On devrait avoir, effectivement, des partis qui nous soutiennent dans le combat qu'on mène. Et je pense qu'ils n'en sont pas loin. Mais il faut oser le dire. Alors, ce sera ma dernière question sur ce chapitre-là. Vous connaissez bien tous les niveaux de pouvoir. Hein. Vous avez été à l'Europe, vous êtes au Sénat, vous êtes au gouvernement wallon. Ça se décide où maintenant les vraies décisions? Elles se prennent où à l'Europe? Les vraies décisions, elles sont européennes, mais le problème que nous avons, c'est toujours ce décalage entre la prise de décision européenne et la rapidité d'exécution sur les territoires nationaux. Donc on va arrêter de dire que c'est Bruxelles. Bruxelles est composée des États membres et les États membres doivent prendre des décisions. Il faut savoir qu'il y a un véritable clivage entre les pays industrialisés et les nouveaux États membres qui ne voient pas du tout la situation européenne de la même manière. Il est important qu'au niveau européen, nous passions à gauche, et ce n'est pas le cas. Malgré les décisions qui sont prises, malgré le fait que tout le monde se plaigne de l'Europe, on continue de voter à droite. C'est quand même incompréhensible. Et même certains partis qui se disent centristes ou de centre-gauche sont plutôt à droite à l'Europe. Effectivement, moi je me pose la question de savoir comment certains partis peuvent continuer à voter dans le PPE alors qu'ils affirment clairement leurs conditions sociales et humanistes. Vous parlez encore du CDH? C'est notre partenaire dans toute une série de combats, il faut le reconnaître.
Donc s'ils sont là, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont pas plus proactifs à soutenir les combats qu'on mène? Alors, en début de semaine se tenait, vous le savez, l'Assemblée générale chez Duferco et NLMK. On retrouve Michel Hayet. Pour Patrick Collard, le nouveau président de la délégation syndicale de Duferco NLMK, l'assemblée de ce matin était une grande première qu'il aurait sans doute voulu connaître en d'autres circonstances. C'était la première fois que j'avais l'occasion de voir le personnel entièrement réuni des deux sites, parce que ces dernières semaines, on a chômé énormément du côté de Duferco. Par contre, cette semaine, les deux usines dans leur entièreté, travaillent. Donc j'ai pu les réunir et les informer surtout et prendre leur position par rapport aux problèmes qui nous occupent actuellement. Face au plan de réorganisation proposé par les directions, les travailleurs se sentent floués. Mais c'est tout qui les accroche quand on leur fait part à un moment donné de la volonté des directions de diminuer l'emploi d'une manière drastique, de diminuer le salaire pour ceux qui restent, de les jeter dans la misère et dans la précarité de toute façon. Mais ça, il est clair que ça fait leur dégoût et qu'à partir de ce moment-là, ils ne peuvent qu'être, je vais dire, à l'écoute de ce qu'on leur propose. Les travailleurs ont donné mandat à la délégation pour continuer les négociations avec la direction. Des négociations qui s'annoncent serrées, tant est forte la détermination des représentants des travailleurs. Il n'y a rien que je vais lâcher comme ça, je ne vois pas encore une fois. Si à un moment donné on pouvait nous dire, tiens, nous allons réduire les salaires et nous vous garantissons par exemple qu'on assure la pérennité à très long terme. Je dis que ça pourrait être une piste intéressante à envisager. Or, quand on voit le problème de nos camarades de gang qui sont productifs, qui ont laissé aller 12 ou 13% de leur salaire, finalement, où en sont-ils aujourd'hui? Cela signifierait-il qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir? Il y a peut-être, je vais dire, matière à discussion sur l'adaptation des effectifs et du régime de travail par rapport au marché qui est le nôtre aujourd'hui et du carnet de commandes. Donc je pense qu'il y a matière à discuter, mais bien entendu, dans ce cas-là, il faut que ceux qui restent gardent leur dignité et qu'il y ait de la dignité également et un revenu suffisamment confortable pour ceux qui partent. Du côté des travailleurs, très peu ont bien voulu nous répondre. C'est le découragement, la tristesse, voire même la colère qui émerge. Ils nous appellent à l'esclavage. C'est une chose qu'on ne peut pas accepter. On a donné un mandat pour discuter beaucoup de choses, parce que tout ce que nous propose, c'est vraiment de l'esclavage. On revient en 1900, et ça peut pas aller comme ça. Parce que si c'est pour venir travailler pour 1200, 1300 euros par mois, autant qu'ils ferment l'usine, on va tous au chômage, on gagne temps. Prêt à accepter? Non, on n'est absolument pas prêt à accepter ce qu'on nous propose. On n'est pas étonné de ce qui nous a été présenté à l'Assemblée parce qu'on était un peu au courant déjà. Mais on n'est pas du tout prêt à accepter les conditions qui nous sont demandées pour reprendre le travail. Ça c'est clair et évident. On ne respecte ni les accords qu'on a eus après la session en 2011. Donc le respect c'était d'avoir une culture quand même, la culture de la Louvière. On ne respecte plus, on ne doit pas diminuer notre salaire, on ne doit pas diminuer tout ce qu'il y avait, tous les acquis qu'on avait. Donc ici ils veulent franchement un génocide complet. La manifestation du 14 novembre sera pour les travailleurs de Duferco NLMK l'occasion de faire la démonstration de leur détermination. C'est vrai que c'est avant tout une grève de niveau européen pour l'emploi et contre l'austérité. Cette grève, nous allons la reprendre à notre compte et nous allons partir demain en cortège d'ici pour monter jusqu'à la place Mansart pour justement manifester contre ce plan. Olga Zrien, on a entendu des propos très durs, un génocide pour travailler pour 1200 euros, autant enfermer et aller au chômage. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que parlementaire aux travailleurs de Duferco et de LNMK? Bien, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il n'y avait plus du tout de concertation sociale, il n'y avait plus de dialogue. Donc le Parlement wallon et aussi le fédéral est intervenu à ce niveau-là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a investi au niveau wallon dans cette entreprise. Lorsque les demandes ont été faites par les deux partenaires, le gouvernement wallon a répondu présent.
on a répondu présent parce qu'il y avait un engagement qui était un engagement d'investissement. Alors il faut que le contrat soit respecté. Comment vous pouvez faire pour qu'il soit respecté? Il y a quand même, comment dire, la SOGEPA qui est derrière, et puis j'ai aussi des administrateurs qui sont censés être des observateurs du travail. Donc là, il y a quand même un contrôle qui doit être exercé. Bien sûr, on va me dire le niveau, l'entreprise, la situation mondiale, j'entends bien. Mais la question n'est pas suffisante pour répondre à tout ce qui va se passer par rapport aux travailleurs. Il y a la nécessité de respecter un contrat tel qu'il a été fait, il y a la nécessité, en tous les cas, de maintenir les investissements, et il y a surtout la nécessité de faire en sorte que l'outil continue. Parce qu'on sait bien qu'on vit une crise qui n'est pas définitive, c'est simplement une crise cyclique. Alors, un peu de patience, et chacun y met du sien, mais je pense que quand même, ils y vont un peu vite pour prendre des décisions aussi radicales au niveau des patrons. Mais dites-moi, quand on voit que chez Belfius, il va y avoir 900 emplois alors que c'est l'État qui a les parts à 100% et que, par exemple, Loretta Onkelings avait l'air surprise d'apprendre la nouvelle via la presse. Est-ce que les hommes politiques, encore une fois, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement wallon a encore vraiment la main mise sur les entreprises qui sont situées en Wallonie ? La position politique est une position difficile parce qu'il faut être en contrôle permanent de toutes les initiatives qui se prennent au niveau des entreprises et des conseils d'administration. Donc là, c'est clair qu'il y a une volonté maintenant de vraiment mettre en place, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps au Parlement wallon, ce qu'on appelle un système d'alerte, comme en France, de manière à ce que dès qu'une situation se présente, on puisse immédiatement être en position d'intervention, avoir toutes les informations, on bloque la situation et on a l'état des lieux avant même d'arriver à la situation dramatique. On en a parlé parce que, évidemment, au Parlement wallon, c'est le lieu où beaucoup de situations critiques sont exposées et donc ce système d'alerte va être examiné dans la commission de M. Furlan et de M. Marcourt de manière à voir comment est-ce qu'on peut mettre ça comme dispositif pour qu'on n'arrive pas seulement quand la situation est déjà trop largement engagée. Vous êtes optimiste pour Duferco ? Je crois que Duferco vit une période très difficile dans le sens où nous sommes dans une crise mondiale, mais c'est une crise qui est créée, c'est ça qui est vraiment inadmissible, c'est que ce soit les patrons russes ou les patrons indiens, ils créent la rareté du produit de manière à pouvoir faire augmenter les prix et par conséquent ils ralentissent la production. Vous ne mettez pas les Italiens dans le même groupe? Je pense que ce que j'ai pu voir de M. Gozzi partait sur tout à fait une autre nature. Il y a des investissements qui se font sur Duferco Charleroi qui sont quand même de bonne nature à nous laisser croire que le départ ne sera pas du tout de la même qualité. Au niveau international, c'est très différent. Donc il faut un contrôle. Et puis en même temps, s'il y a des investissements et s'il y a des aides, quand les gens partent alors qu'ils payent. Justement, vous êtes pour des pensions anticipées pour des travailleurs de 50 ans ou 55 ans? C'est très difficile. C'est très difficile. Je pense que ça dépend de la dureté, de la pénibilité du travail. En même temps, il faut être très réaliste. Le travail qui est fait dans certaines entreprises est tellement spécialisé que je ne vois pas très bien de quelle manière est-ce qu'on peut ramener les gens, même avec des cellules de reconversion dans le circuit du travail. Ça peut être très compliqué. Le principe, c'est que le problème de la prépension, c'est que ce 50% patron, 50% chômage empêche le travailleur de vraiment rentrer dans un circuit correct parce que ça ne lui donne pas vraiment un bon pouvoir d'achat. Donc je crois que les choses se discutent, mais dans des cas où les choses sont imposées alors que les travailleurs décident. Les 600 emplois sont perdus définitivement, vous pensez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des négociations qui sont faites. Il y aura sans doute des départs volontaires et je pense qu'il y aura aussi des départs qui seront organisés en fonction aussi des prépensions éventuelles, mais qui pourraient se faire peut-être plus tard. Mais c'est les syndicats et les travailleurs qui décideront. Allez, on reste à la Louvière. Et lundi dernier, le pacte de majorité, le nouveau pacte de majorité, était présenté à la presse. C'est Olivier de Strebeck qui représentera les libéraux au sein de la majorité pour les socialistes au nombre de 8. Jacques Gobert, Colette Burgeon, Daniel Saquet, Françoise Guillot, Jean Gaudin, Tony Bouchemi, Michel Di Mattia et Antonio Gava seront au collège. Jacques Gobert, Daniel Saquet, Françoise Guillot, Jean Gaudin, Olivier de Strebeck poursuivent ainsi leur parcours municipal au sein de l'exécutif. C'est vrai que l'animation de la cité, la gestion du centre-ville, voilà, ça va aussi de pair avec les aspects économiques, puisque créativité, gestion, dynamisme et économie, ça va évidemment de soi. Parmi les nouveaux, Colette Burgeon, Tony Bouchemi, Michel Di Mattia et Antonio Gava se répartissent notamment les attributions suivantes. Tony Bouchemi aux travaux, Antonio Gava au sport et à la jeunesse et la parlementaire Colette Burgeon sera présidente du CPS.
Je crois qu'ici, vu les résultats, c'est le meilleur résultat que j'ai eu. Je trouvais que maintenant, je devais prendre les choses en main. Et comme je suis au niveau de la Chambre, en commission d'affaires sociales et de la santé publique, je crois que c'est un juste suivi. Et donc, il faudra que les deux travaux ensemble, ça puisse être cohérent. Vous allez assumer les deux fronts alors? Pour le moment, oui. Et puis, on ne sait pas quand on va voter au niveau fédéral, mais en principe, c'est en 2014. Je ferai le point à ce moment-là. Je crois que quand on est en politique, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et donc, chaque jour suffit sa peine. Pour les deux partis de la majorité, le nombre de voix récoltées a été déterminant. Pour les anciens échevins, des attributions ont glissé. À noter également que les finances et le budget sont dissociés. Les finances pour Daniel Saquet, alors que le budget devient majoral. L'important, c'est d'avoir des échevins qui portent un projet politique. Et donc, je ne demande pas aux échevins de gérer des matières techniques et administratives, mais plutôt d'impulser un projet politique. C'est ça tout l'enjeu d'un collège communal. Vous avez parlé de rotation tout à l'heure. Oui, je crois qu'il est bon aussi que les échevins qui étaient déjà en place, parfois depuis plusieurs années, changent dans les matières qu'ils avaient à gérer. Je crois que ça ne peut être que positif. Ça oblige à se remettre en question, à appréhender de nouvelles matières et d'avoir une lecture peut-être un peu nouvelle, un peu novatrice et comme cela peut-être booster une dynamique qui était parfois un peu en sommeil. Donc je crois que ça ne peut être que positif. On n'est pas échevin toute sa vie d'une même matière. Je crois que ça ne peut être que positif de faire en sorte qu'il y ait des regards nouveaux qui arrivent un peu partout. Le collège ainsi constitué a présenté à la presse le pacte de majorité qu'il entend défendre face au Conseil, un pacte de majorité qui vise en tout cas la cohérence. J'ai intégré plusieurs paramètres. Le premier, c'est une cohérence par rapport à l'organisation de l'administration. Je crois qu'il était beaucoup plus efficient de faire en sorte que les échevins se calquent au maximum sur l'organisation de l'administration. Ça ne peut faire que renforcer la lisibilité tant pour l'administration mais que pour le citoyen des compétences des échevins. Je crois que c'est beaucoup plus cohérent. Ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère est le projet politique. Donc il était important aussi que nos priorités politiques, et nous avons décliné en 4 ambitions importantes, se traduisent aussi dans le fait que des échevins portent des matières en lien avec ce projet politique. Voilà certainement 2 des principales motivations pour la distribution des compétences. Olga Zrienne, vous avez hésité à monter dans le collège? Non, depuis le début, j'avais dit que je ne désirais pas monter dans le collège. J'ai trop de responsabilités au fédéral et au régional que pour pouvoir assumer cette fonction en plus. Et puis, je me dis que pour 2018, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient déjà dans le circuit pour qu'ils connaissent vraiment la qualité du travail que nous devons développer. C'est une belle équipe? Je pense que c'est une très belle équipe. Jeunesse et expérience a été mon slogan, mais je crois qu'il se traduit bien ici. Donc on aura le dynamisme d'une série de jeunes qui vont arriver, qui ne connaissent pas la matière et qui ne connaissent pas le type de travail. Donc ils vont être vraiment tout plein d'énergie. Mais il faut beaucoup d'expérience. Les années qui viennent vont être très compliquées. La législation pour les municipalités, les communales sont de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes. Et donc il faut vraiment pouvoir avoir un coup de main pour pouvoir travailler dans ce type de fonction. Et je crois que c'est important qu'il y ait les deux dans une équipe. Certains ont été surpris de voir Colette Burgeon, députée, monter dans le collège. Ça vous a surpris aussi? C'est-à-dire que Colette a toujours été extrêmement attentive au volet social. Donc si à un moment donné elle décide de s'investir encore plus sur le terrain local, ça je peux le comprendre. Et je crois aussi que il y a quand même des années de travail parlementaire. Alors, le travail parlementaire a ce côté peut-être un peu frustrant, c'est qu'on n'est jamais dans l'action permanente. Donc à un moment donné on peut en avoir besoin. Et je crois que pour elle, je crois que c'est une volonté aujourd'hui d'agir vraiment sur le terrain et c'est très bien. Je me suis laissé dire que l'arrivée de nouveaux échevins n'avait pas ça ne s'était pas fait très facilement. Je pense par exemple à M. Bouchemi. On l'a fait au nombre de voix. Respect du choix des électeurs. Les électeurs ont donné des voix et donc même pour le choix des 2 derniers échevins qui devaient se faire pour équilibrer la liste, a été faite selon le choix des électeurs et donc il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Le PS avait la majorité absolue. Ça a été facile de reconduire le pacte avec le MR? On a vu dans d'autres communes, depuis, ça se passe moins bien parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs pour 2014 où le CDH et le MR iraient peut-être ensemble à la région. On a vu par exemple à Anderlu un coup de théâtre, le MN ne fait pas partie du collège.
Ça a été facile ou pas? C'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités. Donc que les gens partaient du principe, puisqu'on avait la majorité absolue, ça voulait dire que la population voulait que l'on dirige tout seul. Je pense que la nouvelle conception de la gouvernance nécessite vraiment que l'on tienne compte un peu d'un équilibre. Premier, deuxième partie, oui, on y va ensemble et on essaye de répondre au mieux aux besoins des citoyens. Mais je dis aussi que quand on est échevin, on devient échevin de tous. Hors de question, à un moment donné, de rester partisan sur un seul type de politique. Que la politique globale soit décidée ensemble, oui, mais on répond aux besoins de tous les citoyens. Ça, c'est fondamental. Alors, on a entendu Colette Burgeon dire on devrait voter en 2014 et vous m'avez dit pendant la séquence, ce sera peut-être avant? Écoutez, c'est très difficile. La situation politique est quand même très instable et puis on a parfois des partenaires qui sont un peu inquiets. Je pense que le nord du pays a vécu une situation très difficile. On ne peut pas dire que la NVA a tout gagné, loin de là, mais malheureusement, les autres partis n'ont pas vraiment pu clarifier leur position. Ils sont devant l'échéance 2014. L'échéance 2014 est fondamentale, même pour la constitution du pays, qui va diriger le Parlement régional en 2014. Ce sera décisif, puisque c'est là que les choses vont se passer. Ne pas oublier que nous allons faire des grands transferts dans les 2 prochaines années. Donc c'est là aussi que l'argent va se trouver et le pouvoir décisionnel. Oui, la vraie réforme de l'État, elle arrive seulement dans quelques mois. Hein. C'est cela. Donc on va commencer à voter les textes, à les examiner. J'espère que personne ne fera tanguer le bateau et que personne n'aura d'angoisse à ce moment-là. Nous avons une responsabilité pour faire en sorte que cet État continue à travailler comme il le fait et à rester stable. Vous êtes inquiète ? Je peux parfois l'être parce que je trouve qu'effectivement, il arrive parfois que certains, et on l'a vu avant la grande crise gouvernementale que l'on a connue, que certains ont des mouvements intempestifs politiques simplement pour se garantir des voix en plus. Et ça, ce serait dramatique dans le contexte actuel. Vous serez encore candidate en 2014 ? C'est toujours des décisions de parti, mais si c'était possible, je pense que la question régionale m'intéresse de plus en plus. C'est là que le combat va se faire, à la fois pour la Louvière et pour la région. Je voudrais bien en être, oui. Alors, on en vient maintenant à un sujet qui vous intéresse, puisque vous avez déposé un projet de loi il n'y a pas très longtemps, un projet de loi qui concerne les surplus alimentaires dans les grandes surfaces. Les explications avec Audrey de Croès. 90 millions de tonnes, soit 180 kilos par personne par an. 2 chiffres énormes, impressionnants, qui représentent le gaspillage. À l'échelle de la Belgique, chaque année, c'est donc 660 000 tonnes de denrées alimentaires qui terminent à la poubelle. Face à cela, un autre chiffre, 200 000, le nombre de personnes qui, dans notre pays, ne disposent pas d'une alimentation suffisante. Addition, soustraction, division ou encore multiplication, on peut tourner ça dans tous les sens. L'opération est simple, il fallait faire quelque chose. La proposition de décret qui traite des invendus alimentaires a pour objet de demander aux grandes surfaces de bien vouloir informer l'ensemble des institutions ou des associations qui sont sur leur territoire du fait qu'ils peuvent leur proposer tous ces invendus avant de les envoyer vers le recyclage ou vers le traitement des déchets alimentaires. Une cession, une redistribution des invendus alimentaires toujours utilisables qui, bien entendu, a fait réagir le secteur. Ils sont très inquiets parce qu'ils disent est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver en difficulté. Effectivement, les lois européennes sont très strictes en la matière sur la traçabilité de tous les invendus alimentaires et sur le fait que le consommateur doit être protégé au maximum. Donc ce que nous devons avoir maintenant, c'est bien sûr avoir des contacts, vérifier de quelle manière l'étiquetage doit être le plus près possible et aussi donner des garanties pour que les entités, les surfaces qui donneraient tous ces invendus alimentaires ne soient pas mises en difficulté pour des questions d'hygiène ou de consommation. La rupture de la chaîne du froid, la date limite de consommation et la date limite d'utilisation devront ainsi faire l'objet d'un contrôle très strict. La clé du problème résidera plus que certainement dans l'organisation. Toutefois, au vu de la finalité souhaitée, l'effort consenti semble on ne peut plus justifier. Vous savez, dans la région, que ce soit la Croix-Rouge, les Petits Paniers, le CPS, Utopie, donc il y a toute une série d'institutions qui distribuent des colis alimentaires. Donc on voudrait bien que très vite, et surtout dans la perspective aussi de ce qui peut se passer au niveau européen, nous voudrions bien que des décisions très importantes soient prises. Quand même, pratiquement 90 millions de tonnes d'aliments jetés annuellement. Je crois que ça mérite quand même une intervention extrêmement rapide. Et pour la Belgique, je rappelle, 660 000 tonnes.
Rapide, ça veut dire quoi? Ce projet de loi va être finalisé quand? On l'a discuté une première fois en commission, donc la semaine dernière, et nous avons proposé en tant que groupe socialiste qu'on puisse au moins avoir une décision dans le mois. On doit évidemment caler le dispositif juridique pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de difficulté, mais surtout aussi, je crois que le plus dur sera à faire après. On prendra la décision et puis il faut évaluer la manière de mettre en place toute la logistique, de trouver évidemment les lieux où pouvoir faire ces distributions. Mais il y a pas mal de restos du cœur dans la région, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Manage, donc là il y a des possibilités très rapides. Mais la situation est difficile à partir du 20 du mois. On sait bien que ce sont les cartes de crédit qui tournent pour payer l'alimentation. Mais comment est-ce que vous allez choisir ceux qui peuvent recevoir ces aliments? Mais c'est pour ça que je pense que les distributions, normalement, doivent être sur base d'une plateforme concertée entre le CPS, qui sera sans doute un des opérateurs principaux, mais comme on le fait aussi pour les banques alimentaires. Donc les banques alimentaires distribuent, il y a un avis du Conseil de l'aide sociale qui est donné, et parfois aussi de différentes institutions qui envoient les gens vers les centres où les petits paniers doivent être donnés, et puis à partir de là, la distribution se fait. Mais je pensais surtout au restaurant du cœur. Je crois que là, il y a une nécessité vraiment de les alimenter. Et là, les repas peuvent être offerts matin et soir, parce que souvent on le fait le midi et pas assez. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent plus, il faut le savoir. Il y a quand même des gros problèmes logistiques. Les associations devraient trouver un système pour aller chercher la nourriture quasiment tous les jours, parce qu'évidemment, les grandes surfaces ne vont pas quand même payer elles-mêmes le transport de ces aliments. Moi, je fais confiance à l'associatif. Quand je vois le travail que l'on fait avec les banques alimentaires et tout ce qu'on fait ne fût-ce que dans la région, je peux vous garantir qu'ils sont super bien organisés et qu'ils sont hyper opérationnels. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Ce que je veux simplement, c'est que la garantie du cadre légal soit bien assurée et surtout qu'on arrête ce gaspillage qui est franchement scandaleux. Ça concerne combien de personnes dans la région du centre, cette précarité? Je pense qu'on est en moyenne à 280 distributions. Mais ça, c'est le côté officiel. Et puis, il y a toute une série d'opérations qui se font sur le côté et dont on ne parlera pas, mais parce que les gens gardent leur dignité et donc ne font pas des demandes en direct. En même temps, ce n'est pas toujours évident de dire qu'on n'a pas à manger à la maison. Effectivement. Allez, je m'en voudrais. J'ai la vice-présidente du PS sous la main. Je vais vous poser deux questions assez simples. La première, c'est quand va-t-on enfin connaître le nom du remplaçant de Paul Magnette au gouvernement fédéral? Et la deuxième, c'est qui va être gouverneur à la place de Claude Durieux, gouverneur du Hainaut, qui quitte ses fonctions en décembre? Alors pour Paul Magnette, c'est une question importante, puisque Paul Magnette va nous rejoindre sur les bancs du Sénat, et donc on voudrait bien voir un peu comment la machine va tourner. Il a en responsabilité les entreprises publiques et la coopération au développement, deux secteurs très importants. On est un peu en attente. Il peut y avoir des évolutions, des promotions. Il faut toujours les équilibres régionaux aussi, mais on est aussi attentif aux compétences. Donc on verra un peu comment les choses vont se passer. Je crois que quelqu'un sait déjà et on attend sa réponse. Alors c'est votre président ou votre ancien président qui sait déjà? Le président du parti est au courant de l'information. Maintenant, il ira peut-être chercher des avis ailleurs. Le vrai patron du PS, c'est qui? Le président du parti. Olga Zrien, merci beaucoup. Allez, on en vient à notre séquence archive nostalgie. Elle nous emmène en novembre 1988. On évoquait ce jour-là le 11 novembre de la même année. La cérémonie patriotique du 11 novembre évoque pour tous l'année 1918. L'armistice qui mit fin à la Grande Guerre. Mais elle est devenue la cérémonie où l'on évoque les deux guerres mondiales. Dur souvenir, particulièrement pour les anciens combattants. S'il reste aujourd'hui peu de témoins de la Première Guerre mondiale, les soldats et les victimes de la Deuxième sont là pour soutenir leur mémoire. Bien sûr, nous vivons dans un pays, dans une Europe en paix depuis 43 ans. Mais comme le rappelle le bourgmestre Michel de Boog dans son discours, partout dans le monde, des guerres ou des guérillas frappent les hommes. Et dans nos pays en paix, un fléau sournois recommence à sévir, le racisme. Ce racisme qui fit 6 millions de morts lors de la guerre 40. Michel de Boog n'a pas voulu s'appesantir sur un passé si douloureux. Il a abordé le problème du présent et il pensait particulièrement à ceux qui feront le monde de demain. Elle doit tendre à éduquer, à enseigner, à convaincre,
à faire partager par tous une croyance et un attachement à nos principes d'égalité et de fraternité humaine. Pour y atteindre, nous devons placer nos meilleurs espoirs dans notre jeunesse. Le monde moderne réserve aux jeunes une place d'une dimension nouvelle, non seulement parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi en raison du rôle essentiel que la jeunesse est appelée à jouer dans les transformations inévitables de notre société. Comme chaque semaine depuis dimanche dernier, je vous donne maintenant le top 3 des vidéos les plus vues sur notre site internet. Et cette semaine, c'est évidemment le JT du 10 novembre qui a été le plus regardé. Il est suivi de très près par la manifestation de mercredi. On vous en a parlé en début de ce 7e. Et la troisième vidéo, c'est la séquence consacrée à la journée européenne de la personne handicapée. C'est sur ce classement que l'on se quitte. Bonne fin de week-end à tous. Au revoir.